Je m'appelle Henri. J'ai 68 ans. Je vis dans une petite maison à la périphérie de Limoges, dans cette France profonde où les gens se saluent encore en passant devant chez leurs voisins, ou le boulanger du coin connaît votre baguette habituelle avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Je suis retraité depuis 4 ans, après 31 années passées au service technique de la mairie. Ma femme, Danielle, est décédée d'un cancer des ovaires. Il y a 6 ans, en mars dernier. Depuis, il n'y a plus que moi, le chien, un vieux Big nommé Rudy, et ce silence particulier qui envahit la maison quand la personne qui la remplissait a disparu. J'ai une fille. Elle s'appelle Sylvie. Elle a 39 ans. Et elle est la raison pour laquelle je suis encore en vie. Aujourd'hui, mais pas de la manière dont vous pourriez le penser. Je dois revenir en arrière. Après le départ de Daniel, j'ai traversé ce que je ne peux décrire que comme un long tunnel gris. J'ai continué à travailler pendant une année, principalement pour avoir un endroit où aller. Quand j'ai enfin pris ma retraite, le tunnel s'est assombri. Mon médecin m'a mis sous antidépresseur léger. Mon voisin, Georges, passait me voir la plupart des matins. Il frappait à la porte de derrière. Il s'assurait que j'avais mangé. Sylvie appelait tous les dimanches soirs. Nous discutions peut-être 20 minutes de Rudy, de la météo, de ce qu'elle regardait à la télé. C'était superficiel, mais j'en étais reconnaissant. Elle était occupée. Elle avait sa propre vie à Bordeaux. Ses propres problèmes, même si je n'en connaissais pas encore la moitié. Les appels du dimanche sont devenus des appels du vendredi. Puis, elle a commencé à passer à l'improviste. Au début, peut-être une fois par mois. Puis, toutes les 2 semaines, elle arrivait vers l'heure du dîner avec un plat préparé sous aluminium, ou une soupe, ou l'un de ces plats cuisinés de l'épicerie fine. Elle restait 2, peut-être 3 heures. Nous mangions ensemble, regardions un peu la télévision, puis elle reprenait la route pour Bordeaux. J'étais touché. Sincèrement. Sylvie avait toujours été indépendante. Elle tenait de sa mère. Têtue et autonome. Et après la mort de Daniel, notre relation était devenue cordiale mais prudente, comme 2 personnes qui s'aiment mais ne savent plus trop quoi se dire maintenant que celle qui faisait le lien entre eux n'était plus là. Alors, ces visites donnaient l'impression que quelque chose changeait. Comme si nous apprenions à être une famille à nouveau, juste nous 2. J'en ai parlé à Georges un matin en buvant un café. Elle fait vraiment des efforts? Ai-je dit. Il a hoché la tête en disant que c'était bien. Que la famille était importante. Je le croyais de tout mon cœur. Ce que je n'ai pas remarqué, ce que je n'aurais pas pu remarquer tant cela s'est produit progressivement, c'est qu'à chaque fois qu'elle partait, j'étais épuisé. Pas la fatigue agréable après un bon repas et une compagnie réconfortante. Quelque chose de plus lourd. Une fatigue qui commençait dans mes os et se propageait vers l'extérieur. Je m'endormais dans mon fauteuil avant 21 heures la plupart des soirs où elle venait, et je me réveillais le lendemain groggy, désorienté. Ce brouillard mental qui ne se dissipait pas avant midi. Je pensais que c'était mon âge. Je pensais que c'était les antidépresseurs. Je supposais beaucoup de choses parce que je ne voulais pas supposer la seule qui s'est avérée vraie. C'est Georges qui a abordé le sujet le premier. Il ne l'a pas dit comme une accusation. Il était juste Georges, franc. De cette manière dont les hommes de sa génération le sont, sans méchanceté. Juste avec honnêteté. Nous étions sur mon allée un samedi matin et il a dit. Henri, tu as sale mine, mon vieux. Tu te sens bien? Je lui ai dit que je dormais mal. Tu dors mal à chaque fois que ta fille vient, a-t-il dit, tout simplement. Une observation banale. Puis il est rentré chez lui et je suis resté là, dans le froid, à réfléchir pour savoir si c'était vrai. C'était vrai. J'ai
commencé à faire plus attention. J'ai commencé à noter les choses dans un petit carnet. Rien de formel, juste des notes. Quel jour Sylvie venait. Ce qu'elle apportait. Comment je me sentais le lendemain. 4 visites d'affilée, le schéma se répétait. Elle apportait à manger ou à boire. Je consommais. J'étais inconscient avant 21h. Je me sentais terriblement mal jusqu'au moins midi le lendemain. À la 5e visite, j'ai décidé de faire quelque chose dont je ne suis toujours pas fier, même si cela m'a sauvé la vie. Elle a apporté un thermos de tisane à la camomille faite maison. Elle a dit qu'elle l'avait préparée elle-même. Que la camomille était bonne pour mon sommeil. Elle m'a servi une tasse et l'a posée sur la petite table à côté de mon fauteuil. Nous avons discuté un moment. À un moment donné, quand elle s'est levée pour aller aux toilettes, j'ai versé le thé dans la plante verte sur le rebord de la fenêtre. Daniel avait toujours eu des plantes vertes. J'avais réussi à ne pas les tuer. Je me suis dit qu'elle supporterait mieux ce qu'il y avait dans ce thé que moi. Quand Sylvie est revenue, elle a jeté un coup d'œil à la tasse, vide. Elle a souri. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 23h30. Je n'étais pas groggy le lendemain matin. La plante était morte en 48 heures. Je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai fixé cette plante pendant un long moment. Rudy a posé sa tête sur mon genou. Je n'ai pas pleuré. Je crois que j'étais au-delà des larmes à ce moment-là. Entré dans quelque chose de plus froid et de plus terrible. Car vous devez comprendre, ce n'était pas une inconnue. Ce n'était pas un fait divers arrivé à quelqu'un d'autre. C'était Sylvie. C'était la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo sur le parking du supermarché un dimanche matin parce que Daniel travaillait et que nous n'avions nulle part où aller. C'était la jeune femme à qui j'avais fait faire 4 heures de route jusqu'à Poitiers pour l'aider à emménager dans son premier appartement. C'était ma fille. Et elle avait mis quelque chose dans mon thé. J'ai appelé Georges, pas la police, pas encore. Georges, parce que j'avais besoin de le dire à haute voix. Quelqu'un qui me connaissait avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Il est arrivé en 10 minutes et je lui ai montré la plante et le carnet. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, Henri, tu dois appeler quelqu'un d'officiel. Il l'a dit doucement, comme s'il me confiait quelque chose de fragile. J'ai appelé le commissariat de police le lendemain matin. J'ai expliqué ce que j'avais observé. Ils ont envoyé 2 agents chez moi cet après-midi là. Une femme plus jeune nommée l'adjudant chez et un officier plus âgé dont j'ai oublié le nom, mais dont les manières me rappelaient celles d'un proviseur de lycée, sérieux, mesuré et prudent. Ils ont écouté. Ils ont regardé le carnet. Ils ont regardé la plante. Ils ont demandé si j'avais toujours le thermos. Je l'avais. Je ne l'avais pas touché. Il était toujours sur mon comptoir. Ils l'ont pris. Ce qui est revenu du laboratoire 2 semaines plus tard est quelque chose que j'ai toujours du mal à dire à haute voix. Le thé avait été mélangé avec un sédatif, un médicament pour dormir broyé et dissous. Pas assez pour me tuer net. Assez pour me rendre brumeux. Assez, avec le temps. Pour me faire paraître confus et désorienté aux yeux de n'importe qui de l'extérieur. Pour un médecin, un avocat ou un juge, cela aurait pu ressembler au début d'un déclin cognitif. Je ne souffre d'aucun déclin cognitif. Je n'ai jamais reçu de diagnostic de ce genre. Mon médecin traitant a tout mon historique médical et elle vous dira la même chose. Mais je comprends maintenant. Quel était le plan? Ou ce que je crois être le plan. Car la forme complète ne s'est éclaircie que lorsque la police a commencé à poser des questions que je n'avais pas pensé à me poser moi-même. Sylvie était dans une grave difficulté.
Financière. Je n'en connaissais pas l'ampleur. Je savais qu'elle et son ex-mari avaient traversé une séparation difficile 2 ans plus tôt. Qu'il y avait eu des frais d'avocat, qu'elle avait dû déménager. Je savais qu'elle avait accumulé des dettes. Je ne savais pas qu'elle devait près de 80 000 €. Je ne savais pas qu'elle avait sollicité des prêts 3 fois en 18 mois. Je ne savais pas qu'elle avait consulté 2 fois un notaire pour une procuration. Ma maison est payée. Je la possède en propre. Daniel et moi avons fini de payer le crédit immobilier il y a 11 ans. Elle ne vaut pas une fortune à l'échelle de Paris. Mais à Limoges, elle vaut entre 400 000 et 450 000 €. Ma pension est raisonnable. J'ai des économies. Je suis, selon toute mesure modeste, à l'aise. Et j'ai un testament qui laisse tout à Sylvie. La police me l'a expliqué avec précaution et sans drame, ce que j'ai apprécié. Si j'étais apparu, au fil du temps, comme perdant mes facultés mentales, devenant confus, oublieux, désorienté, il aurait été simple pour Sylvie d'obtenir une tutelle ou une curatelle, et de prendre le contrôle de mes finances. Le médicament n'aurait pas été détecté à moins que quelqu'un ne le cherche spécifiquement, et personne ne cherchait car personne n'avait de raison de suspecter quoi que ce soit. J'aurais été un triste veuf vieillissant en déclin progressif. Cela arrive tous les jours. Cela aurait été banal, sauf que Georges a remarqué que j'avais sale mine. Et j'ai tenu un carnet. Et une plante est morte. Ils ont arrêté Sylvie un mardi. Je le sais parce que Georges m'a conduit au café après, et nous sommes restés assis pendant 2 heures sans dire grand-chose. J'ai pris un grand café et un muffin, et j'ai regardé par la fenêtre le parking en pensant aux leçons de vélo. Sur le parking du supermarché. Et au fait de la porter sur mes épaules au bord de la Vienne quand elle avait 4 ans et qu'elle ne pouvait pas voir par-dessus la foule pour le feu d'artifice du 14 juillet. Et au regard sur son visage au funérailles de Daniel. Froissé, jeune et perdu. La façon dont le deuil fait ressembler tout le monde à un enfant à nouveau. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je veux être clair là-dessus. Je sais que certaines personnes, quand elles entendent une histoire comme celle-ci, attendent le moment où la justice semble satisfaisante. Où la mauvaise personne reçoit ce qu'elle mérite, et la bonne personne se sent justifiée. Je peux seulement vous dire honnêtement que ça ne ressemble pas à ça. Cela ressemble à un type de perte particulier qui n'a pas de mots en français. Ce qui est ressorti dans les semaines qui ont suivi était compliqué, à certains égards, a rendu les choses plus difficiles plutôt que plus faciles. L'avocat de Sylvie a plaidé, et le procureur l'a pris assez haut sérieux pour demander une expertise, qu'elle n'était pas entièrement saine d'esprit. Elle souffrait d'une addiction au jeu depuis 3 ans. Je ne le savais pas. Elle avait fréquenté les groupes de joueurs anonymes. Elle avait rechuté 2 fois. La dette qu'elle avait accumulée provenait presque entièrement des jeux en ligne, ce genre de choses incroyablement faciles d'accès aujourd'hui. L'avocat a soutenu que son jugement avait été sévèrement altéré, qu'elle était dans une sorte de tunnel désespéré et avait pris des décisions que la version saine d'elle-même n'aurait jamais prises. Je ne sais pas quoi faire de cela. Je veux dire, littéralement. J'y ai réfléchi pendant des mois et je ne sais toujours pas. Parce que cela ne change pas ce qu'elle a fait. Le thé était réel. Le sédatif était réel. Le plan, quelle que soit sa forme, était réel. Et pourtant, je connais ma fille. Je sais qu'il y a une version d'elle, celle que j'ai élevée, celle que Daniel aimait, qui serait horrifiée par ce que cette autre version a fait. Je le crois. Je dois le croire parce que l'alternative, c'est que je ne l'ai jamais connue du tout, et je ne peux pas supporter cela. Elle a plaidé coupable à la fin pour négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles. Sa peine a impliqué une mise à l'épreuve
conditionnel, une participation obligatoire à un programme de traitement pour l'addiction et la santé mentale, et un suivi judiciaire pendant 2 ans. Pas de prison. Je sais que cela frustrera certaines personnes. Cela m'a frustré pendant un moment, mais le procureur a expliqué qu'étant donné les circonstances, ses antécédents médicaux, sa coopération et l'absence de casier judiciaire, l'incarcération n'était pas la solution la plus adaptée. Le juge a dit quelque chose qui m'est resté en tête, même si je ne vais pas essayer de le citer. Exactement. Quelque chose sur le fait que le travail de la loi dans des cas comme celui-ci n'est parfois pas de punir, mais de réparer. Je ne suis pas sûr de croire cela encore pleinement, mais j'essaie. Sylvie est dans un centre de soins en résidentiel. Elle y est depuis 4 mois. Nous n'avons pas parlé directement. Son conseiller m'a envoyé une lettre avec la permission de Sylvie, disant qu'elle s'investit sérieusement dans le programme et que, quand elle sera prête, si je le veux bien, elle aimerait discuter. Le conseiller a bien précisé qu'il n'y avait aucune obligation. Que mon bien-être comptait aussi. J'ai apprécié cela plus que je ne l'aurais cru. Rudy est mort en janvier. De vieillesse, a dit le vétérinaire. Son cœur a simplement lâché. Je l'ai enterré dans le jardin sous le cèdre, ce qui n'est pas techniquement légal dans les limites de la ville, mais que Georges m'a aidé à faire quand même à 7 heures du matin. Avant que quiconque ne soit réveillé. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons juste creusé. Puis nous sommes rentrés et j'ai préparé des œufs et nous les avons mangés à la table de la cuisine et Georges a dit, bon chien. Et j'ai dit, ouais. Et c'était suffisant. J'ai un nouveau rendez-vous avec un médecin généraliste le mois prochain. Mon médecin habituel a pris sa retraite et je suis transféré vers un médecin plus jeune au centre de santé communautaire. On m'a dit qu'elle était minutieuse et bonne avec les patients âgés. Je vais apporter mon dossier complet. J'apporte les résultats de laboratoire. Je ne cache rien. Quoi qu'il arrive à ma santé à partir de maintenant, quels que soient les effets à long terme de ces mois de sédation légère, je veux quelqu'un qui connaisse toute l'histoire. J'ai aussi mis à jour mon testament. Pas par colère, par clarté. Il y a maintenant une disposition qui stipule qu'en cas d'incapacité, une combinaison de mes décisions financières doit être approuvée à la fois par mon avocat et par Georges, qui a accepté de jouer ce rôle. Georges s'est plaint, légèrement, que c'était beaucoup de paperasse pour un homme qui prévoyait de passer sa retraite à pêcher. Je lui ai dit que je lui achèterais une nouvelle canne. Il a dit que ce n'était pas nécessaire. Je l'ai acheté. Quand même. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite avec Sylvie. J'y pense. Plus que je ne le devrais, de la manière dont on pense aux choses à 2 heures du matin. Quand la maison est silencieuse et que Rudy n'est plus là pour poser sa tête sur votre genou. Je pense à l'appeler. Je pense à ce que je dirais. Je pense à ma capacité à pardonner, ce qui nous permettrait d'avoir une sorte de relation. Après tout cela, et je ne connais sincèrement pas la réponse. Ce que je sais chaque matin en me réveillant, c'est que j'ai versé ce thé, que quelque chose en moi, une intuition que je ne pouvais pas nommer à l'époque, a dit, pas ce soir. Et ce petit acte de refus tranquille, ce moment inexplicable de prudence, est la raison pour laquelle je suis assis ici pour vous raconter tout cela. J'ai 68 ans. J'ai été époux, père, fonctionnaire, veuf. J'ai gardé une petite maison au chaud pendant 35 hivers. J'ai aimé des gens imparfaitement et été aimé imparfaitement en retour. Et j'ai appris, plus tard, que je n'aurais dû que faire attention aux habitudes, à son propre corps, aux petites choses qui ne s'emboîtent pas tout à fait, n'est pas de la paranoïa. C'est de la survie. Si vous avez quelqu'un dans votre vie dont le comportement a changé de manière à vous mettre mal à l'aise, même de façon que vous ne pouvez pas articuler, faites confiance à ce malaise. Écrivez-le.
dites-le à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir des preuves. Vous n'avez pas besoin d'être certain. Vous avez juste besoin d'être honnête avec vous-même sur ce que vous voyez. J'aurais aimé être honnête avec moi-même plus tôt, mais je suis là, et certains jours, cela me surprend encore. J'ai beaucoup pensé à cette plante. Cela semble absurde, je sais. Un homme perd presque tout, sa santé, sa maison. L'idée de qui est sa propre enfant, et ce à quoi il revient sans cesse est une plante morte sur un rebord de fenêtre. Mais c'est là que mon esprit va, parce que la plante n'a pas choisi de verser ce thé. C'est moi qui l'ai fait, et je pense à ce que cela signifie qu'une décision si petite, impulsive, presque inconsciente, ait été la chose qui a séparé ce qui s'est passé de ce qui aurait pu arriver. Je ne l'ai pas versé parce que j'étais malin. Je l'ai versé parce que quelque chose en moi avait été attentif, même quand je pensais que je ne l'étais pas. Tous ces matins à se réveiller brumeux, tous ces après-midi à se sentir comme si je me déplaçais dans l'eau, toutes ces notes dans ce petit carnet, ce n'était pas juste de la documentation. C'était moi refusant, tranquillement et sans le savoir pleinement, d'arrêter de me faire confiance. C'est la partie que je veux dire clairement parce que je pense que c'est important. J'ai failli me dissuader de ma suspicion une douzaine de fois. J'ai failli me dire que j'étais paranoïaque, que j'étais un vieil homme seul, cherchant des motifs qui n'existaient pas, que Sylvie m'aimait et que je devrais être reconnaissant qu'elle vienne me voir. Le coup d'ignorer ce que votre propre corps et votre propre esprit vous disent peut être énorme. Je ne dis pas de se méfier de tout le monde. Je dis que l'instinct qui vous dit que quelque chose ne va pas mérite d'être pris au sérieux, même quand, surtout quand la personne concernée est quelqu'un que vous aimez. Cet instinct est une forme d'intelligence. C'est le poids accumulé de tout ce que vous avez observé, traité, tranquillement, classé. Quand il parle, il mérite une audience équitable. Ce que Sylvie a fait était mal. Je ne vais pas adoucir cela ou l'excuser. Quel que soit son état, quel que soit le désespoir qui avait réduit son monde à une série de choix terribles, elle a fait ses choix. Le thé était réel. Le sédatif était réel. Le plan était réel. Et la conséquence de cela est quelque chose qu'elle portera et que je porterai pour le reste de nos vies. C'est ainsi que fonctionnent les actions. Elles ne disparaissent pas quand on les regrette. Elles restent dans le monde et façonnent ce qui vient après. Mais j'ai aussi dû affronter la question la plus difficile. Que faire des parties d'elle que je reconnais encore? La petite fille qui pleurait aux funérailles de Daniel. La jeune femme qui appelait tous les dimanches parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Ces parties d'elle n'ont pas disparu. Elles ont été enterrées sous les dettes, la honte et une maladie qu'elle n'avait pas demandée et qu'elle n'a pas traitée à temps. Je ne pense pas que comprendre cela signifie pardonner tout automatiquement. Je pense que cela signifie laisser la porte entr'ouverte au lieu de la claquer. Pas seulement pour elle. Pour moi. Georges m'a aidé à creuser un trou dans le jardin pour Rudy en janvier et aucun de nous n'a dit grand-chose. Ce genre d'amitié, stable, peu exigeante, présente, vaut plus que tout ce que je lui ai dit. L'intelligence n'est pas seulement ce que vous savez. C'est savoir qui appeler à 7 heures du matin quand vous avez besoin que quelqu'un se montre simplement et creuse